C'est le bâtiment de la Méridienne. Et la Méridienne est un instrument qui a joué un rôle important, comme je vous l'expliquais à l'intérieur, dans la constitution de catalogues d'étoiles, qui sont en astronomie le pendant d'un atlas de géographie, disons, pour les géographes, quoi. Et donc, vous voyez l'état de délabrement du bâtiment, parce qu'on l'a laissé à l'abandon pendant des années, donc on ne l'a plus ni repeint, ni empêché la rouille de s'installer. Et vous voyez que l'état de dégradation est tel qu'on ne saurait plus du tout l'ouvrir maintenant, enfin ouvrir la coupole, je veux dire, ou la refermer. Et donc, quand nous allons visiter l'intérieur, vous allez voir que malgré tout, c'est encore relativement protégé, parce qu'il y a une espèce de deuxième dôme, disons, en métal. Et donc, jusqu'à présent, la Méridienne est assez bien protégée. Maintenant, il est clair qu'avec les intempéries, malgré tout, l'humidité de l'air, hein, pas aujourd'hui justement, mais enfin, avec l'humidité ambiante de l'air, la rouille va continuer à faire des progrès, bien sûr, et tôt ou tard, ça finira par disparaître si on n'entreprend pas une sérieuse opération de remise à niveau. Que la lunette ne peut observer que dans le plan méridien, c'est-à-dire en direction du sud, pour être précis. Et bien sûr, en décrivant un arc de cercle possible sur toute la sphère céleste. Mais pourquoi uniquement le long du méridien? Eh bien, c'est pour augmenter, si vous voulez, la stabilité de l'instrument, parce que si l'instrument doit pouvoir se déplacer selon deux directions, il faut un système plus compliqué, beaucoup plus fragile, et donc ceci permet d'avoir un bâti fort stable. Vous le voyez dans les deux gros piliers de pierre qui sont là, et ce sont deux piliers de pierre qui plongent dans le sol à quelques mètres de profondeur et qui reposent sur le socle rocheux de la colline de Coire. Donc ça, c'est pour éviter que les charrois qui passaient à l'époque sur la route ne fassent fausser toutes les mesures par leurs vibrations. Et donc ceci permet d'éviter ces vibrations et d'autre part d'assurer la stabilité de l'instrument. Alors comment est-ce qu'on fait pour observer en direction du sud? Et d'ailleurs, comment se passent les observations à partir de ce moment-là? Vous allez avoir ici la lunette qui regarde en direction du sud, il faut déjà déterminer le sud. Donc ça se fait par des mesures sur le terrain. On voit par exemple les étoiles qui se lèvent à l'est et qui se couchent à l'ouest. Donc elles arrivent à un moment donné à ce qu'on appelle leur culmination, c'est-à-dire le point le plus haut. Et donc à partir de là, on sait déterminer le sud, et c'est complété aussi par des mesures est-ouest sur le terrain. Donc ça c'est plutôt des géographes qui le font bien, disons des géomètres. Et donc on peut ainsi orienter la lunette vers le sud. Alors maintenant, s'il n'y avait que ça à faire, ce serait très simple. L'axe de la lunette doit donc être orienté est-ouest. Mais pour le faire, vous n'êtes jamais sûr que l'instrument est parfaitement horizontal. Donc il faut s'assurer de l'horizontalité de l'axe. Et bien c'est à ça que sert le gros cavalier noir que vous voyez là juste en dessous du projecteur. Enfin, vous le verrez en passant tout près. C'est un niveau d'eau de très grande précision, beaucoup plus précis que celui des maçons par exemple. Donc c'est le gros cavalier noir, en dessous duquel vous voyez l'espèce de petit tube de verre qui passe dans la lumière. Donc vous pouvez passer le voir tout à l'heure. On dispose cet instrument-là sur l'axe avant que la lunette elle-même soit montée. Et donc l'axe, on peut ajuster l'axe alors avant de monter la lunette dessus. Donc l'axe est orienté maintenant plein sud, est-ouest, la lunette regarde plein sud. Il faut maintenant pouvoir déterminer la position des étoiles dans le ciel, car c'est à ça que va servir la lunette méridien. Et pour observer avec la plus grande précision possible, eh bien, on a adjoint évidemment des cercles gradués à la lunette qui est ici. Alors ces cercles gradués, il faut se dire que la lunette elle remonte aux années 30 ici. Donc les cercles gradués en question, à l'époque, on ne savait pas en faire de très précis. Oui, ils étaient précis quand même, bien sûr, mais pas au niveau de précision optique que l'instrument permet d'obtenir. Donc la précision mécanique de ce cercle-là était inférieure à la précision optique. Donc on savait dès le départ qu'ils allaient souffrir d'une imprécision de mesure. Mais comment est-ce qu'on pouvait, d'une certaine manière, s'en affranchir? Eh bien, en fait, quand vous avez la lunette qui regarde à l'horizontale, donc ça c'est facile à faire, on peut le voir avec le d'eau quand c'est l'horizontale, là elle observe à 0 degré de l'horizon. Et le zénith, lui, il est à 90 degrés. Donc comment est-ce qu'on fait pour 90 degrés? En principe, donc, quand la lunette regarde à la verticale, le cercle gradué qui est ici doit indiquer 90 degrés. Il ne l'indique peut-être pas tout à fait, il indique peut-être 89 degrés, 37 minutes et 18 secondes. À ce moment-là, on tient compte de cette erreur-là dans les calculs ultérieurs. Donc si vous voulez, c'est une erreur inhérente aux instruments dont on ne sait pas s'affranchir tout de suite.
mais qu'on sait prendre en compte dans les calculs ultérieurs, parce qu'on connaît sa valeur une fois que la mesure est faite. Okay? Alors, d'autre part, maintenant, il s'agit de mesurer la position des étoiles. Comment est-ce qu'on fait, puisque les étoiles, elles n'arrêtent pas de tourner autour de la Terre, donc si la lunette regarde plein sud, comment est-ce qu'on fait pour repérer la position des étoiles? Ben, à ce moment-là, on remplace les mesures d'angle par des mesures de temps. Alors, pour rappeler un petit peu les choses, en géographie ordinaire, c'est-à-dire en géographie terrestre, ben, on parle de longitude et de latitude. Okay? Pour distinguer de ça en astronomie, on parle, pour retenir, on parle d'ascension droite et de déclinaison. Donc la déclinaison, c'est l'équivalent de la latitude, et l'ascension droite, c'est l'équivalent de la longitude. Okay? Alors, il se fait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. 24 heures, très bien. Et elle décrit un arc de cercle de combien à ce moment-là, le tour complet? 360 degrés. Donc chaque heure, vous l'obtenez en divisant 360 par 24. Qui est fort en calcul mental, qui a sa calculette, qui dispose d'un ordinateur portable ici pour faire 360 divisé par 24, ça fait 15. Merci Jacques. 15. Donc 15 degrés. Donc ça veut dire qu'à chaque heure qui passe, les étoiles se déplacent dans le ciel de 15 degrés. Okay? Donc ça veut dire aussi que quand vous avez une étoile qui passe exactement au sud, mettons exactement à minuit, ben, si une autre étoile passe exactement au sud, exactement à 1h du matin, ben, elle est décalée en longitude de 15 degrés. Okay? La latitude, ben, ça vous la repérez parce que vous visez l'étoile. Hein. Ben, une fois que tu peux s'y prendre à l'avance, je dirais, il faut savoir quelles étoiles vous voulez regarder. Et il faut voir que quand l'étoile arrive quelque part, ben, vous devez être prêt à l'observer. Pas question d'attendre qu'elle soit au sud pour se dire « Ah, il se temps que je regarde la lunette plein sud. » Il faut y aller. Quoi. Donc vous devez attendre sagement que l'étoile arrive et vous devez repérer le moment précis où elle passe. Nouveau petit problème. Cette mesure-là, une voiture quel degré? Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que pour repérer l'angle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous devez repérer le passage de l'étoile exactement au sud. Mais vous avez le champ de l'instrument. Donc il faut qu'on puisse repérer le centre du champ de l'instrument. Donc on met ce qu'on appelle un réticule dedans. Et un réticule, c'est comme dans les sous-marins, vous voyez, une graduation, voilà. Et donc ce réticule, ben, il est mis sur l'oculaire de la lunette. Donc ceci c'est l'objectif, c'est la lentille qui regarde vers l'objet, d'où son nom, objectif. Et l'autre c'est là où vous mettez votre œil, donc c'est l'oculaire. Donc le réticule est mis au niveau de l'oculaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour placer ce réticule? Ben, on ne parvenait pas à faire des fils assez fins et assez résistants pour qu'ils soient disposés facilement dans l'oculaire. Alors comment est-ce qu'on faisait à l'époque, à votre avis? Non, c'est beaucoup plus naturel que cela. Eh bien, on prenait des fils d'araignée. Et donc ce n'était pas rare de voir aux petites heures du matin des astronomes à quatre pattes dans quelques loups de l'Institut pour aller délicatement chercher des fils d'araignée qui allaient servir à faire les réticules, disons à placer dans l'oculaire. Vous avez le réticule qui est équivalent. On en mettait, si vous voulez, pas seulement un fil vertical, un fil horizontal, mais enfin on mettait toute une série de fils pour une raison assez simple, c'est que l'étoile qui allait passer au centre de l'instrument, ben, elle passait successivement derrière tous les petits fils que vous aviez mis à des intervalles réguliers. Donc vous aviez le temps de préparer, de bien enregistrer comment l'éclat de l'étoile diminuait puis revenait pour pouvoir donner l'instant précis du passage. Alors nouveau petit problème pratique. Vous avez l'astronome qui était là, qui regardait les étoiles quand elles allaient passer au centre du champ. Comment noter exactement l'instant du passage? Vous ne pouvez pas être à la fois à l'instrument et enregistrer son passage. Quoi. Donc il y avait un assistant qui était là et qui aidait l'astronome principal, si vous voulez, par le système un petit peu dépassé aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, que vous avez là. Alors je vais vous le montrer, mais vous pouvez aussi passer tout à l'heure pour le voir. C'est l'instrument que l'assistant astronome, disons-le comme ça, utilisait. Donc vous avez ici un petit rouleau de papier qui se déroulait en permanence hein, et qui enregistrait l'heure de passage. Et donc quand l'astronome principal voyait l'étoile qui passait juste au centre du champ, donc qui passait derrière le fil principal du réticule, je veux dire, il disait top, et l'astronome assistant poussait ici sur le bouton rouge que vous allez voir. Alors, vous avez un système de disque en rotation cuivré qui imprimait l'heure sur le ruban de papier. Inutile de dire que c'est un petit peu compliqué. Alors, de nouveau, c'est un petit problème ici psychologique, vous allez comprendre. Donc, quand l'astronome principal disait le top, s'il le disait exactement au moment où l'étoile passait derrière le fil, il y avait quand même un temps de réaction, évidemment, hein, pour, comment dire,
de l'assistant appuyé sur le bouton. Ils ont anticipé ça. Donc il fallait anticiper, vous voyez. C'est pour ça qu'il fallait un petit peu se connaître et avoir un petit peu pratiqué. Donc ça, c'est tous les petits détails pratiques qu'on ne saurait pas enseigner, qui s'apprennent sur le tas, si vous voulez. Ok. Alors je vous ai parlé donc de la rotation terrestre, qui faisait qu'à chaque heure qui passe, une étoile avance de 15 degrés en longitude, c'est-à-dire ici en ascension droite. Alors en ascension droite, vous avez donc l'étoile qui arrive. Donc en ascension droite, vous avez l'étoile qui avance. Alors pour la combinaison, je vais vous expliquer. Donc là, on peut corriger les mesures en connaissant évidemment le cercle qui est ici. Mais il fallait aussi qu'on repère au départ le zénith. Comment est-ce qu'on sait que le cercle gradué est faussé quand on regarde, qui n'est pas juste si vous voulez, quand on regarde vers le zénith? Comment est-ce qu'on sait qu'en regardant le 90 degrés, c'est bien 89 degrés, 37 minutes et 10 divisions qu'il faut regarder sur le cercle, parce que vous ne le savez pas à l'avance. Il faudrait que vous sachiez à l'avance que vous êtes déjà à 90 degrés, comme c'est le cercle qui vous l'aide. Et bien à ce moment-là, on avait le moyen optique que voici. En dessous de ce petit lit, vous aviez un bain de mercure. Donc vous savez que le mercure, qui est un métal liquide, il prend naturellement la face horizontale. Alors vous voyez les deux projecteurs sur le côté, pas ceux qui brillent pour l'instant, mais ceux qui sont éteints ou sortis. Eh bien, ils envoyaient un faisceau lumineux au centre de l'instrument. Et alors là, vous aviez des miroirs à 45 degrés, taillés avec une très très grande précision, et qui envoyaient une partie de la lumière vers le bas, à travers l'instrument, c'est-à-dire, à travers l'instrument, c'est-à-dire qu'on mettait l'instrument à la verticale. Mais de nouveau, comment est-ce qu'on sait qu'il était à la verticale? Et bien justement, quand vous aviez le rayon lumineux qui descendait vers le bas de mercure et qui remontait, vous le compariez avec celui qui était réfléchi directement par le miroir à 45 degrés ici. Il fallait que les deux coïncident. Tant que ce n'était pas le cas, c'est que l'instrument n'était pas à 90 degrés. À partir du moment où les deux images se confondaient, vous aviez une précision optique sur la mesure de ce 90 degrés, et comme elle est supérieure à la précision mécanique des cercles, vous saviez corriger à ce moment-là pour tenir compte de l'erreur. Je vous rassure, aujourd'hui on a évacué le mercure, évidemment elle va remplacer par un bête miroir, mais je vous demanderai de ne pas marcher là parce que c'est une trappe fragile. Ici ça va, mais juste en dessous de l'instrument, ici c'est une trappe fragile qui risque de se casser, alors on va avoir quand même quelques ennuis. On a mis un bête miroir ordinaire, juste pour figurer ce qu'était le bain de mercure, mais voilà. Ok? Bien, alors voici l'astronome qui est prêt à commencer ses mesures. Comment va-t-il faire? Comme je vous l'ai dit, il attend sagement le passage des étoiles. Donc ça rejoint un petit peu le côté contemplatif de l'astronomie, si vous voulez. Donc, faites une petite retraite comme ça, à la fois religieuse, philosophique. Vous attendez que les étoiles passent, de son bon accord. Oui, mais elle nous connaît bien, vous voyez. Il y a déjà pas mal de temps qu'on s'est rencontrés, et pas qu'une fois, je dirais. Et alors, donc l'astronome va passer les étoiles. Donc il note la position des étoiles, on a coordonné en déclinaison, en ascension droite, c'est parfait. Il y a quand même pas mal d'étoiles à observer. Vous voulez quand même sur la catalogue qui contient quelques milliers d'étoiles. La carte de géographie qui vous montrerait juste le sommet de l'Himalaya, qui ne servirait pas à grand-chose. Donc vous avez toute une série d'étoiles à observer, et à savoir plusieurs milliers. Donc il faut vraiment planifier les observations, parce que vous n'allez pas faire ça au hasard. Vous devez avoir déjà une bonne idée des étoiles qui ont été grossièrement repérées, je vais dire, et plus vous devez les suivre. Vous devez avoir un programme d'observation. Alors ça veut dire ici que l'attention doit être énorme quand même, parce que vous voyez passer une étoile, automatiquement si vous la ratez, vous savez que vous êtes condamné à attendre au moins 24 heures. Je dis au moins parce que nous sommes en Belgique, et quand même en Belgique, le soleil ne brille pas tous les jours non plus. Donc les nuits ne sont pas toutes aussi claires que celles qu'elles vont avoir l'année prochaine. Donc il fallait vraiment s'organiser. Alors évidemment, observer quelques milliers d'étoiles, selon l'habileté de l'astronome, en une nuit, je ne sais pas, mais vous arrivez peut-être à en observer une centaine. Mais enfin, il y a quand même des milliers d'étoiles observées, donc c'est un programme qui s'étale fatalement sur un certain nombre de semaines, un certain nombre d'années. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez enregistré la position des étoiles, vous pensez bien que les étoiles ne vont pas vous attendre, elles vont bouger. Et pourquoi est-il indispensable alors de les réobserver? Parce que, comme je l'ai dit, les étoiles ne sont pas fixes non plus dans le ciel. Et je ne parle plus ici de la rotation terrestre,
Je parle du mouvement d'une année à l'autre, ce qu'on appelle le mouvement propre des étoiles. Vous avez une étoile dans le ciel, le mouvement propre, qu'elle a indépendamment de la rotation de la Terre. Parce que comme tout bouge dans l'univers, l'étoile qui bouge, forcément, puisque vous observez principalement les étoiles les plus brillantes, disons que statistiquement, ce sont celles qui sont les plus proches aussi. Donc celles qui ont les mouvements propres les plus importants. Alors important, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, allez, disons de 1 à quelques secondes d'arc par an. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on vient de dire que c'est 360 degrés, un peu complet. Hein. Donc 1 degré, c'est l'angle sous lequel vous aurez un objet qui est placé à peu près à 60 fois sa taille comme distance. Donc moi je mesure 1m80, 1m85, vous me mettez à 60 fois cette distance-là, donc grosso modo 110, 111 mètres, vous me voyez sous un angle approximatif d'1 degré. 60 fois plus loin, donc quelque part vers 6 km 700, vous me voyez sous un angle d'1 minute. Et encore 60 fois plus loin, donc à peu près à 400 km, sous un angle d'1 seconde. Donc si je suis plus ou moins dans la région parisienne, si vous me voyez directement sous un angle d'1 seconde. Alors ça veut dire que l'instrument qui est ici, comme il pouvait détecter le dixième de seconde d'arc assez facilement, il fallait donc observer le mouvement propre des étoiles et il fallait le connaître. Mais comment est-ce qu'on le connaît, le mouvement propre? Il n'y a rien à faire que d'observer l'étoile 1, 2, 3, 5, 10 ans plus tard. Donc vous êtes condamné à recommencer tout votre programme d'observation. Très bien, vous le faites, pas de problème. Et vous constatez, mettons, qu'en 10 ans, l'étoile s'est déplacée, mettons, de 10 secondes. Donc vous dites, chaque année, elle se déplace d'une seconde d'arc. Donc vous anticipez, évidemment, pour que quand vous allez publier votre catalogue d'étoiles, toutes les étoiles soient à peu près à la position qu'elles vont adopter au moment de la publication du catalogue. Mais justement, comme la précision de l'instrument ici est de l'ordre d'un dixième de seconde, ça veut dire que si vous détectez la position d'une étoile à un dixième de seconde près, vous multipliez le mouvement propre annuel par 10 pour l'avoir au bout de 10 ans, ça va faire une erreur qui est plus grande que ce que peut détecter la lunette ici. Donc vous voilà amené à corriger la première version, et donc corriger le mouvement propre de l'étoile aussi, donc corriger votre catalogue aussi. Vous imprimez votre catalogue, c'est très bien, il va servir aux astronomes, mais inévitablement, le mouvement des étoiles va se poursuivre, et donc les petites erreurs qui passaient inaperçues pour l'instrument ici, elles vont finir par se faire jour aussi, mais de manière que vous n'allez détecter que si vous recommencez encore une fois la constitution du catalogue, mettons 50 ans ou 100 ans après. Évidemment, personne ne va faire ça indéfiniment. Ouais. Et donc, heureusement, aujourd'hui, on a des programmes d'observation automatique avec le satellite Hipparcos, notamment, qui avait entamé, disons, ce genre de travail. Et donc, toutes les mesures se font automatiquement maintenant. Et le satellite Hipparcos, par exemple, observerait chaque étoile en moyenne 160 fois. Donc, imaginez qu'un astronome ici aurait dû observer 160 fois chaque étoile, c'était épouvantable, évidemment. Donc, ceci se fait automatiquement. Et le catalogue que Hipparcos aura créé, lui, comportait plus de 100 000 étoiles. Alors imaginez au XIXe siècle, un astronome allemand qui s'appelait Argelander, qui a publié avec toute une équipe un catalogue de 425 000 étoiles. C'est absolument phénoménal, on se demande comment il a pu faire ça. Et donc ce catalogue a été en avec une lunette comme ça. Oui, avec des lunettes de ce genre-là. Hein. On ne sait pas en faire de très très grandes non plus pour les mêmes raisons de précision et de flexion de l'instrument, etc. C'est pour ça que je disais, ceci ça ressemble à un canon, c'est presque ça, parce qu'il faut que l'instrument soit extrêmement rigide. Donc il faut que ce soit pas seulement de la tôle ici, mais il faut que ce soit vraiment du massif. Vous voyez. Alors, donc le catalogue subit comme ça ce qu'on appelle une dérive. Donc quand vous publiez le catalogue, il est donc bon pour, mettons, 20 ou 25 ans, mais inévitablement il subit une dérive. Et cette dérive, c'est ça qui fait que le catalogue a malgré tout une durée de vie limitée, en tout cas à la précision où vous travaillez. Donc si vous travaillez avec la précision ultime, ce qui est le cas des grands observatoires, etc., vous avez besoin de ces mesures les plus précises possibles, évidemment. Et donc aujourd'hui, on est très heureux d'avoir des programmes automatisés d'observation. Et mieux que ça, évidemment, le satellite Hipparcos n'enregistre pas seulement la position des étoiles, mais aussi leur éclat, leur spectre éventuellement, et des choses de ce genre-là. Alors il a enregistré donc 100 000 étoiles avec une précision qui est bien meilleure que ceci. En gros, une précision du centième de seconde d'arc. Donc comme si moi, vous me voyiez à une distance de 40 000 km. Donc ça vous donne la précision du satellite Hipparcos, si vous voulez. Et on arrive petit à petit à faire encore mieux maintenant. Alors ça veut dire aussi que
le satellite Hipparcos a pu observer quelque chose comme 19 millions d'étoiles avec une précision moindre, mais parce qu'il avait simplement moins de temps pour le faire, il fallait qu'il le fasse assez rapidement. Mais 19 millions d'étoiles, vous mettriez même 10 secondes seulement pour prendre les mesures d'une étoile, fois 19 millions, ça fait 190 millions, c'est 6 années continues, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et ainsi de suite, donc, en continu. Mais le satellite Hipparcos a un gros avantage aussi par rapport à l'instrument fixé au sol ici, pas de vibration évidemment, il peut observer 24 heures sur 24, ici pendant le jour les astronomes ne savent rien faire, mais le satellite lui peut s'orienter vers le côté obscur si vous voulez du ciel, donc là il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu la manière dont l'instrument fonctionnait. Alors il était important aussi que l'heure exacte d'observation soit enregistrée, parce que moi je vous ai donné une heure relative, c'est-à-dire si une étoile passe une heure après une autre au méridien, elle est décalée en longitude, donc en ascension droite, de 15 degrés. Oui, mais quand une étoile bien précise passe au méridien, quelle heure est-il exactement? Eh bien à l'époque, de nouveau, nous n'avons pas tous les GSM, les horloges à quartz, etc. Donc on avait en fait, je vais parler au milieu du 19e siècle, c'était essentiellement le clocher du village qui donnait l'heure. Alors imaginez un petit peu, Jacques-Christophe n'était pas trop bien le décalé. Bon, les heures n'étaient peut-être pas tout à fait exactes, quoi. La différence entre deux clochers d'un même pays, enfin, comme la Belgique. Tu avais la basilique de Coin, quoi. Oui, on pouvait évidemment prendre une horloge comme référence. Et la référence ici, elle est devenue nécessaire à partir du moment où les trains ont commencé à circuler. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait prendre le train à l'heure. Et il eût été très inconvenant qu'un train arrivât un quart d'heure après être parti, n'est-ce pas? Parce que avant d'être parti, pardon. Parce que si vous le faites partir à midi d'un village et qu'il arrive à midi moins 5 dans le village voisin, ça peut embêtant. Mais alors ça a coïncidé, si vous voulez, avec l'essor de la radio. Et la radio a pu envoyer pour la première fois des heures électriquement dans le pays, pas encore électroniquement, enfin électriquement. Eh bien, c'est ça le gros poste que vous voyez ici. Le poste qui était relié directement sur le poste radio. Un petit peu comme l'horloge parlante, si vous voulez, qui donnait l'heure exacte, enfin l'heure de l'observatoire d'Uccle. C'était distribué dans tout le pays, et donc l'heure était la même pour une fois, pour tous les habitants au moins de Belgique ici. Alors même à 300 km de différence, à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, ça fait 1 millième de seconde entre les gens qui le recevaient, disons, à la côte et ceux qui le recevaient à Arlon. Vous savez, on dit bien souvent que Big Ben, l'horloge de Londres, les Australiens l'entendent avant les Londoniens eux-mêmes, parce que le Bing Bang de l'horloge, enfin le carillon de l'horloge, arrive en Australie et qui est à, je sais pas moi, 15 000 km peut-être, un 20e de seconde après être parti de Londres. Mais pour descendre des 100 mètres de hauteur de Big Ben, il faut un tiers de seconde. Donc les Londoniens l'entendent après les Australiens. Et bien ici, le poste de radio que vous avez là, c'était donc lui qui donnait l'heure, et donc c'était calqué sur ce que faisait l'astronome principal à l'œil de la méridienne, je vais dire. Et donc, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, l'instrument a été construit dans les années 30 et il a servi entre 1932 et 1940 à faire les premiers catalogues d'étoiles ici en Belgique. Oui. Et mais seulement en 1940, les Allemands sont arrivés. Donc, on a soustrait le plus vite qu'on a pu l'instrument à la convoitise des Allemands, parce que le grand souci, c'est d'avoir des instruments d'observation, d'optique, pour observer les mouvements de troupes, que sais-je. Et donc, on l'a démonté, on l'a entreposé dans les caves du Val-de-Noix, les bâtiments du Val-de-Noix. Les Américains sont arrivés, ils ont bombardé le nœud ferroviaire de Quincampoix. Ils n'ont rien touché du nœud ferroviaire de Quincampoix. Donc on se dit, si une bombe tombe jamais sur l'Institut. Donc on a redéménagé l'instrument, démonté, et on l'a entreposé dans les mines de Blénic. Et on a réussi à faire croire aux Allemands qu'ils avaient été détruits dans les bombardements du nœud ferroviaire de Quincampoix. Après la guerre, on l'a ramené ici, on l'a remonté, et il a servi jusqu'à environ 1960 ou 62, je ne sais plus exactement la date. Et puis il a de nouveau été démonté parce qu'il était tombé en désuétude. Simplement, il y a eu beaucoup de meilleurs instruments qui ont été construits.
Les satellites ont pris le relais, donc plus personne n'allait l'utiliser. Et donc on l'a de nouveau redémonté et entreposé dans les caves de l'Institut, où il est resté pendant une petite cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Et puis alors on s'est aperçu que ce serait quand même bien de le montrer au public, quoi. Vous êtes le public, vous voulez voir l'instrument. C'est bien. Petit problème, tous les gens qui avaient utilisé la lunette méridienne, ils étaient tous morts, ils avaient tous disparu, quoi. Ils avaient tous changé de métier, etc. Il ne restait plus qu'une personne ici qui savait encore comment remonter l'instrument. C'est M. Housson-Longe, qui a accepté de consacrer les 6 derniers mois de sa pré-retraite, je vais dire, à remonter l'instrument, ce qui nous permet de vous le montrer aujourd'hui. Donc voilà l'histoire de cet instrument, avec quelques autres petits détails, évidemment. Alors voilà, vous voyez les petites lunettes qui se trouvent ici, c'est ce qu'on appelle des verniers. Alors un vernier, c'est un instrument qui permet de mesurer en gros le 10e des graduations que vous avez indiquées. C'est pour viser alors? Oui, c'est pour viser uniquement ici. Donc en fait, ceux qui ne le savent pas, le vernier en gros c'est constitué comment? De manière linéaire. Vous avez une réglette qui comporte 10 graduations, mettons, entre 1 et 10 cm. Vous en mettez une autre qui comporte 10 graduations aussi, mais entre 0 et 9 cm. Mais équidistant, donc ça veut dire que les graduations de la réglette de 10 cm, elles sont espacées d'1 cm, mais celles de 9 cm sont espacées de 9 mm. Donc en faisant coulisser une règle par rapport à l'autre, chaque fois que vous amenez une graduation de l'un en coïncidence avec une graduation de l'autre, ben vous avez autant de dixièmes de centimètres, donc autant de millimètres dans l'exemple, que vous pouvez comptabiliser. Donc c'est la même chose pour une règle graduée en millimètres. Hein. Si vous avez 10 mm, disons 100 mm d'un côté et 90 mm de l'autre, ben chaque graduation de la petite réglette est séparée de 9 dixièmes de millimètre. Et donc chaque fois que vous avancez d'1 dixième de millimètre supplémentaire, vous allez créer une correspondance entre les graduations successives de la petite réglette par rapport à la grande. Quoi. Alors ici, c'est un peu le principe. Donc vous avez une lunette ici avec des petites molettes ici qui permettent de tourner, voilà, pour augmenter la précision. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 6 de chaque côté? Pour la même raison que tout à l'heure, parce que sur le grand cercle, les graduations ne sont pas rigoureusement identiques. Elles sont aussi précises que possible, mais malgré tout, de l'une à l'autre, il peut y avoir de petites différences. Donc, je vous donne un exemple ici. Si vous voulez que, mettons, les 1200 graduations qui vont de là à là de l'autre côté soient rigoureusement équidistantes, ben, vous devriez avoir une précision qui correspond au 1200e de la circonférence ici, mais c'est vraiment la plus grosse précision que vous pourriez avoir. Hein. Si vous voulez une précision plus fine, eh bien on se fie à ce moment-là à une règle de statistique qui dit que si vous augmentez le nombre de mesures en prenant la moyenne, ben, vous êtes capable d'estimer aussi les écarts à la moyenne, hein, ce qu'on appelle l'écart type si vous voulez. Hein. Eh bien, pour augmenter le nombre de ces mesures, on augmente simplement le nombre de viseurs de chaque côté, et donc chaque visée est démultipliée par 6 ici. Et comme il y a une règle de statistique la même qui dit que l'erreur est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre d'observations, donc pour multiplier par 10 la précision, vous devriez multiplier par 100 le nombre d'observations. Donc vous voyez qu'on est vite limité aussi, évidemment, et c'est une règle approximative. Hein. Il ne faut pas croire qu'en mettant 1 million d'observations, vous allez multiplier la précision par 1000, quoi. Il y a quand même des limites. Quoi. Donc on fait au mieux avec ce genre de choses, et quand les observations commencent à pouvoir être remplacées par la photographie, ben on a ajouté ici un petit dispositif de prise de plaques photographiques, et donc on pouvait faire des mesures d'autres phénomènes du ciel, d'autres objets célestes que l'on pouvait voir. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, la lunette a été remontée. Elle fait partie de ces instruments qui ont marqué l'histoire de l'astronomie, et donc ce serait vraiment criminel de les envoyer à la poubelle. Et donc nous, notre principal objectif, c'était de garder l'observatoire, notamment cet instrument-ci. Ce serait tout à fait ridicule de dire c'est dépassé, donc on n'en a plus besoin. Ça fait partie de l'histoire intellectuelle du pays, et c'est une des choses qui ont propulsé notre pays, il faut bien le dire, à l'avant-scène de la place scientifique, de la scène scientifique. On a eu ici des sommités mondiales qui ont travaillé, et tout ça est en train de disparaître à la poubelle, et c'est ce que nous voulons éviter. On veut éviter ça absolument. Moi j'ai eu la chance de faire partie de pratiquement les derniers étudiants qui ont eu des cours ici,
avec des gens comme Paul Ledoux, René Simon ou d'autres pointures, je vais dire, à la fois scientifiques et pédagogiques. Et ça, je suis très heureux d'avoir ça qui me permet de vous en parler et qui fait que pour nous, ça a énormément d'importance que ça puisse être suivi. Donc voilà. Ben voilà, je vais arrêter la visite.